Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour la table ronde sur le développement des zones logistiques et anthropologistiques et en quoi sont-ils vecteurs et accélérateurs de compétitivité industrielle et commerciale. Je me présente donc Inès Bnaomar, je suis manager au sein du cabinet Talent, donc cabinet spécialisé en conseil en supply chain et logistique. Et je serai donc la modératrice de cette séance. Pour donner un petit peu de contexte, le Maroc déploie aujourd'hui une stratégie nationale de développement de zones logistiques à l'échelle du royaume. Cette stratégie est portée par l'AMDL, donc l'Agence marocaine de développement de la logistique. Et nous avons parmi nous donc Issa Meshabi, qui est directeur études, stratégie et information de l'AMDL. Il a piloté les travaux d'analyse et de planification de cette stratégie nationale et il nous expliquera tout à l'heure dans une keynote un petit peu plus sur cette vision. Ces infrastructures que sont les zones et entrepôts suscitent à la fois des attentes fortes et des questions légitimes aujourd'hui. Est-ce que l'offre qui se construit est suffisante? Est-ce qu'elle répond aux besoins des opérateurs? Qui finance, qui construit et qui gère finalement? Et puis, quel impact concret cela a sur la compétitivité industrielle et commerciale des territoires? Donc, c'est ces questions-là auxquelles on essaiera de répondre aujourd'hui. Cette table ronde se veut un débat entre praticiens. Donc, autour de la table aujourd'hui, nous avons un développeur de zone, c'est Ayoub Remili, directeur général de MedHub. MedHub qui est la zone franche logistique de Tanger-Med. Tanger-Med qui n'est pas à présenter. Vous avez contribué à la construction du port avant d'en prendre la direction logistique. Donc vous avez un petit peu ces deux casquettes. Et puis en quelques chiffres, c'est 20 entrepôts, 4,6 milliards d'euros de valeur de marchandises qui transitent chaque année, 9 des 25 plus grands opérateurs logistiques mondiaux. Et puis on entendra du coup un petit peu plus sur la vision que vous avez. Nous avons aussi donc un opérateur logistique, c'est Enes Moutawakil, CEO de La Voie Express Group. Donc La Voie Express qui est aujourd'hui le premier opérateur logistique intégré au Maroc, qui est né de la fusion de BLS, La Voie Express ainsi que d'autres entités. Votre groupe est un full logistic service provider. Pour avoir quelques chiffres, c'est près de 350 000 palettes en gestion aujourd'hui, environ 650 camions, et présent avec 30 entrepôts à travers le pays. Aujourd'hui, de ce que je comprends, l'ambition est assez claire, c'est de construire un champion national et de vous étendre du coup aussi en Afrique. Et on écoutera aussi votre vision, vos stratégies, comment elles s'imbriquent finalement sur ce beau sujet aujourd'hui. Nous avons aussi un investisseur immobilier, donc c'est Khalil Menged, directeur général d'Imorant Invest. Imorant Invest qui est la première foncière cotée au Maroc aujourd'hui. Près de 1,5 milliard de dirhams d'actifs sous gestion. Vous êtes adossé à ACFG Bank. Et vous investissez donc dans des actifs immobiliers loués à long terme et vous vous intéressez depuis quelques temps à la logistique et au marché logistique. Et on écoutera donc votre vision aussi de ce marché. Et enfin, et pas des moindres, nous avons un expert international qui est aussi promoteur et investisseur en immobilier logistique, donc monsieur Eric Véron, fondateur de Vailog. Donc Eric, vous êtes franco-hollandais, vous avez 25 ans d'expérience dans l'immobilier logistique. Et Vailog, vous l'avez développé en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Europe de l'Est et en Chine. Vous avez développé 4 millions de mètres carrés en Europe, 4,6 millions de mètres carrés en Chine. Ce sont des chiffres assez impressionnants et ce sera extrêmement intéressant d'avoir votre regard sur le marché marocain que vous suivez depuis maintenant quelques temps. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Issa Meshabi. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité en tant que représentant de l'Agence marocaine de développement de la logistique à cette table ronde consacrée aux zones et entrepôts logistiques comme accélérateur de compétitivité industrielle et commerciale. Bon, les zones et entrepôts logistiques ne sont pas un sujet technique parmi d'autres. Ils sont au cœur d'un choix stratégique porté au plus haut niveau de l'État pour faire de la logistique un véritable levier de souveraineté économique, d'intégration territoriale et de rayonnement régional.
Bien sûr, la stratégie logistique nationale poursuit 4 objectifs majeurs, en lien direct avec les enjeux industriels et commerciaux. D'abord, développer une infrastructure logistique et industrielle connectée aux différents réseaux de transport. Concrètement, c'est des délais et des coûts d'acheminement réduits, des flux plus sécurisés et une compétitivité export renforcée pour nos industriels. Ensuite, intégrer les régions enclavées dans la dynamique du commerce national et international grâce aux zones logistiques continentales ou port sec. Pour un industriel, cela signifie pouvoir produire plus loin des grandes métropoles tout en restant compétitif en temps de mise sur le marché. Troisième levier, les zones logistiques périphériques qui permettent de massifier et de mutualiser les flux à l'entrée des grandes agglomérations. C'est un outil direct pour mieux organiser la distribution urbaine, réduire la congestion, les coûts de livraison et au final la pression sur les prix de détail. Enfin, en rapprochant les zones de production, les entrepôts et les grands corridors de transport, nous créons de véritables écosystèmes où industriels et logisticiens peuvent co-concevoir leur schéma d'approvisionnement, de stockage et de distribution. Cette synergie est un puissant multiplicateur de valeur, bien sûr. Bon, avant de parler des perspectives, bien sûr, parlons chiffres relatifs à l'immobilier logistique au Maroc. Aujourd'hui, le parc logistique marocain représente environ 15 millions de mètres carrés, mais 92% de ces espaces sont de classe C. 74% de l'offre est concentrée sur la Casablanca-Tanger. Et 70% des entreprises gèrent encore leur logistique en compte propre. Avec une telle concentration et un tel niveau d'intégration interne, pouvons-nous parler justement de rester compétitifs? La réponse est clairement non. Il faut, à mon avis, changer d'échelle. C'est précisément l'objet du programme, bien sûr, national de développement des zones logistiques, porté par l'AMDL et fondé sur un principe simple, au moins une zone logistique par région. À l'horizon 2028, ce programme prioritaire vise la mobilisation d'environ 750 hectares, dont plus de 600 hectares sont déjà sécurisés. Le maillage, comme vous le voyez, couvre l'ensemble du territoire national. Bien sûr, parmi les projets emblématiques, il y a la plateforme logistique industrielle intégrée de Znata. Et c'est un projet qui est mis en place, bien sûr, en partenariat avec l'ANP, l'ONCF, la SAS, qui est filiale du groupe CDG, et aussi la région de Casablanca-Stade. Il s'agit de 322 hectares cibles, d'un investissement à terme de 2,91 milliards de dirhams, d'1,33 million de mètres carrés cibles, bien sûr avec des ports secs intégrés et une mise en exploitation progressive en 2027 et 2028. C'est la plus grande plateforme logistique et industrielle de la région Casablanca-Stade, conçue comme un hub de massification au service du marché intérieur et de l'export. La zone logistique de Qli'a, bien sûr, à Agadir, entièrement commercialisée, avec 240 000 mètres carrés. C'est une zone aménagée prête à accueillir les plateformes modernes au service de l'agro-industrie et des exportations de la région Souss-Massa. La zone logistique aussi de Oulad Saleh, dont les travaux avancent très bien, avec un taux d'avancement de 50%, prévoit 500 000 mètres carrés de superficie cible. Et bien sûr, elle est destinée à absorber la croissance des flux industriels et de distribution de Casablanca-Stade. Nous avons aussi un autre projet dans la région de Fès Meknès, au niveau de Ras Elma, avec 120 000 mètres carrés qui sont maintenant en chantier, avec un accent particulier sur la qualité des plateformes et des voiries pour accueillir, bien sûr, convenablement les opérateurs logistiques intéressés par cette zone. Le calendrier devant vous illustre un petit peu la montée en puissance de ce maillage au niveau national. Nous avons Agadir el Qli'a en 2025, Oulad Saleh el Guerguerat en 2026,
La plateforme de Znata Qnitra Fès en 2027, puis Nouassar Dakhla et le port sec d'Agadir, Inch'Allah, en 2028. Pour les industriels, bien sûr, et les commerçants, cela signifie une montée en gamme progressive de l'offre foncière logistique, surtout le territoire national. Bien sûr, entre 2025 et 2028, 9 nouvelles zones vont être injectées sur le marché. Nous passons de quelques centaines de milliers de mètres carrés supplémentaires à plus de 3,6 millions de mètres carrés d'ici 2030. Et je pense que c'est un véritable changement d'échelle qui sera opéré. Bon, pour que ces zones deviennent de réels accélérateurs de compétitivité, les pouvoirs publics actionnent 3 leviers complémentaires. Le foncier aménagement, on en a déjà largement parlé. Le deuxième levier est le soutien au CAPEX via la charte d'investissement, avec bien sûr le dispositif principal qui est orienté vers des plateformes d'environ 10 000 mètres carrés et plus, avec des primes pouvant atteindre 30% du montant global investi. Il y a aussi le dispositif TPME, plus adapté pour l'équipement des entrepôts et orienté vers les logisticiens en quelque sorte asset light, avec notamment la possibilité de soutenir 7 ans de loyer. Et le troisième levier pour nous, c'est le programme PME Supply Chain Pro, doté de 100 millions de dirhams, dédié à l'accompagnement technique et financier des PME logistiques et des associations professionnelles sur des thématiques comme la digitalisation, la qualité, la sécurité, l'environnement et la logistique verte. Bon, un bâtiment logistique à lui seul ne crée pas compétitivité. Ce sont bien sûr les processus, les systèmes d'information, les compétences humaines et la capacité d'innovation qui font d'une zone logistique ou entrepôt un véritable accélérateur industriel et commercial. Bon, ces différents dispositifs contribuent déjà à produire des résultats concrets. Rien que sur les 2 dernières années, et comme ça a été dit par Monsieur le ministre, nous avons assisté à l'inauguration de plusieurs installations logistiques développées par le secteur privé, à l'image des 35 000 mètres carrés à l'Atlantic Free Zone de Soft Group, en partenariat avec Emirates Logistique, ou encore les 15 000 mètres carrés de Logis Solutions, avec le premier entrepôt dépassant une hauteur de 25 mètres et qui était lauréat du prix MLA 2024, ou encore les 25 000 mètres carrés de Logipark 2 à Bouskoura avec 23 unités modulables, prolongeant le succès de Logipark 1, déjà occupé à 100%. En plus, bien sûr, et nous avons là avec nous notre ami Anas Moutawakil, qui ont développé 100 000 mètres carrés au niveau de l'Khia 2, Casa Hub, et qui sont devenus opérationnels en seulement une année et qui sont portés par la voie Express Group. Cela, je pense, montre que lorsqu'on met à disposition un foncier aménagé de qualité, assorti d'incitations claires, l'investissement privé suit au bénéfice direct des industriels, des distributeurs et in fine du consommateur. Quelques photos des différentes inaugurations opérées par Monsieur le ministre. Bon, pour résumer un peu et pour ne pas tarder, je dirais qu'en synthèse, le Maroc dispose déjà d'un parc logistique significatif, mais encore trop, disons, concentré, trop géré en compte propre et insuffisamment homogène en termes de qualité. Le programme national de développement des zones logistiques, au moins une zone par région, 700 hectares à l'horizon 2028, apporte une réponse structurante à ces déséquilibres. La montée en puissance de l'offre avec une production de mètres carrés logistiques en forte croissance d'ici 2030 va transformer en profondeur l'échelle et la qualité de notre immobilier logistique. Et bien sûr, combinée aux différents dispositifs de soutien public, cette dynamique fera des zones et entrepôts logistiques érigés à travers des investissements privés de véritables accélérateurs de compétitivité industrielle et commerciale.
Et bien sûr, l'impact pour nos industriels et nos commerçants est très concret. Moins de fragmentation, une meilleure couverture territoriale, un environnement favorable à l'externalisation et à l'émergence de champions logistiques, mais aussi une compétitivité coût renforcée avec un effet anti-inflation et une attractivité accrue pour l'investissement industriel et commercial. Pour finir, je dirais que l'AMDL est pleinement mobilisée pour que le développement des zones et entrepôts logistiques continue de jouer ce rôle d'accélérateur puissant de la compétitivité de notre pays. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci CSM pour ce cadrage stratégique et pour la présentation donc, du programme de la MDL. Aujourd'hui, nous avons des zones logistiques qui sont déjà en place. Et si Ayoub MedHub est un modèle qui a prouvé son efficacité, qu'est-ce qui fait selon vous qu'une zone logistique décolle et quelle est votre vision au-delà de Tanger sur les nouveaux modèles que vous allez déployer ? Merci Inès. Alors, on ne peut pas parler de modèle de zone logistique, MedHub, sans évoquer l'écosystème Tangemet. En fait, MedHub existe dans un écosystème. Elle n'existe pas toute seule. Son modèle, il est spécifique à l'écosystème Tangemet. Je m'explique. En fait, tout part d'une vision initiale très claire. C'est de développer un complexe portuaire, logistique et industriel. En gros, on a déjà tracé la ligne d'un corridor. Le port, la logistique et l'industrie. Alors, bien sûr, tout n'est pas venu d'un seul coup. Alors, il y a eu le port, bien sûr, qui a démarré. Ensuite, la zone logistique qui a suivi 1 ou 2 années après. Et naturellement, bon, le port, il traite aujourd'hui, on va dire la majorité des camions à l'export comme à l'import au Maroc. Et on traite plus ou moins la moitié de l'import-export des conteneurs. Donc naturellement, le premier flux qui s'est développé au niveau de la zone, c'est un flux au service du tissu économique national, de la mise à la consommation. Ensuite, il y a un deuxième flux qui s'y est développé et c'est un flux qui a accompagné la montée en puissance de l'industrie au niveau de l'écosystème Tangemet et au-delà, bien sûr, au niveau des autres zones et des autres industriels. Donc, avec l'arrivée de Renault, avec l'installation des équipementiers, donc la montée en puissance de l'industrie, et du coup, on a des installations de plus en plus de magasins avancés fournisseurs. Aujourd'hui, on arrive à gérer au niveau de MedHub, que ce soit la matière première de ces industries, comme les produits finis à l'export. Donc ça, c'est le deuxième flux. Et le troisième flux, et qui un peu représente l'unicité de MedHub, parce que, bon, on bénéficie d'une position au niveau du port Tangemet. Et c'est le flux monde-monde. Et c'est le flux qui aujourd'hui représente la prédominance en quelque sorte de la zone. Et ce qui est un peu normal parce qu'aujourd'hui vous avez un accès rapide au marché européen, vous avez une connectivité performante avec le marché africain, transatlantique. Donc c'est normalement que c'est un flux qui se développe et qui représente l'unicité de MEDEV. Alors je vais revenir par rapport à votre question, par rapport aux évolutions. Enfin, avant d'arriver aux évolutions, il y a aussi l'histoire de gouvernance. On ne développe pas un immobilier, on ne développe pas une zone, on gère une zone. D'accord ? Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'accompagner les besoins des logisticiens. Pas de leur offrir des mètres carrés, pas de leur offrir de l'infra. Ça, je pense qu'on le fait déjà. Aujourd'hui, c'est accompagner les logisticiens, accompagner les industriels, accompagner les distributeurs pour leur offrir les meilleures conditions qui leur permettent de fiabiliser leur chaîne d'approvisionnement. C'est très important aujourd'hui, la fiabilité des chaînes, surtout avec les incertitudes qu'on a aujourd'hui. Donc la fiabilité des chaînes d'approvisionnement est importante. De l'agilité. Et quand on parle d'agilité, c'est adressé surtout aux industriels. Aujourd'hui, les industriels ont besoin de beaucoup d'agilité qui leur permettent de répondre à des cas
des cas de surstock, de sous-stock, enfin, ensemble. Et donc la gouvernance de cette zone est importante. Donc aujourd'hui, MedHub, quand elle installe une zone, elle la gère. On ne fait pas que de l'immobilier, on assure une gestion. Donc on a tout un système digitalisation qui permet le tracking des marchandises, tout ce qui est déclaration, la dématérialisation, les liaisons avec le système BADR de la douane, ainsi de suite. Donc c'est un système complet de gestion de zone. Alors je vais revenir au deuxième flux, le flux industrie, qui aujourd'hui est le principal point sur lequel nous, on va opérer ou on est en train d'opérer notre évolution. Jusqu'à présent, MedHub, elle est restée au sein du port. Les industriels, les premiers industriels sont au niveau de Tanger Automotive City, ils sont à une vingtaine de kilomètres. On a toujours un passage douanier entre les deux zones. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est copier une partie du port, copier une partie de MedHub et les ramener à côté des industriels. Donc, en gros, c'est comme si on est en train de leur offrir tous les services du port, mais à quelques mètres chez eux. C'est encore mieux que ce qui doit se faire pour eux au niveau de MedHub, pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, à MedHub, on peut gérer leur stock. Quand on va aller chez eux, on peut gérer leur chaîne d'approvisionnement, leur just-in-time. C'est-à-dire on peut carrément alimenter leur chaîne de fabrication, soit en gérant le stock, mais carrément on peut également aller encore plus loin en gérant le stock, en alimentant la chaîne de fabrication. Donc, on peut parler à un certain moment de just-in-sequence au lieu de just-in-time. Donc voilà. Donc, alors comment on va le faire? On est sur un premier projet aujourd'hui au niveau de Tanger Automotive City, qui est un port sec, donc toutes les formalités douanières à l'import comme à l'export, en plus d'une zone logistique dédiée aux industriels. On a également un partenariat d'ailleurs avec nos amis de la MDL et la région de Souss-Messa pour développer un projet de port sec au niveau de Agadir. Il est destiné aussi bien à tout ce qui est agro-processing de la région et également pour la zone d'accélération industrielle de Agadir. Et c'est un modèle qui pour nous est transposable. Aujourd'hui, on démarre par Tanger Automotive City qui va pouvoir servir Tanger Automotive City, peut-être Tanger Free Zone et Tanger Tech. Agadir pour un peu aussi partir un peu plus au centre du Maroc et au sud. Et par la suite, on pourra également dupliquer ce projet au niveau de Knetra, au niveau de Nador, au niveau des autres zones, pour vraiment créer le corridor port, zone logistique, industrielle. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup Si Ayoub pour ces explications et cette vision de corridor logistique industriel qui est extrêmement intéressante et de voir aussi finalement l'évolution de l'offre de MedHub aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à CNS. Donc vous êtes à la fois opérateur logistique, client de ces zones en développement et acteur de l'immobilier logistique. Quel regard est-ce que ça vous donne aujourd'hui sur le développement des zones au Maroc? D'accord. Merci Inès, merci à Logismed en tout cas de m'avoir invité pour cette table ronde et sur un sujet aussi important que les zones logistiques. Je pense que c'est un sujet important, on en parle chaque année et qui mérite qu'on en parle encore et encore parce que c'est un élément important dans le schéma logistique global. Donc moi je représente la Voie Express qui est un opérateur logistique et qui par la force des choses est devenu aussi on va dire une foncière logistique parce qu'on a dû construire nos propres plateformes. Et il est à rappeler que la logistique, bon il y a plusieurs métiers dans la logistique, on est full logistic service provider donc on opère sur tous les verticaux de la logistique. Mais l'entreposage, pour opérer dans l'entreposage, il faut un entrepôt. Et pour faire un entrepôt, il faut le trouver construit et le louer, ou sinon il faut le construire. Et c'est de là où on s'est rendu compte, il y a 3 ans ou 4 ans, quand on a voulu accélérer notre plan de développement logistique et des entrepôts,
qu'il n'y avait pas assez d'immobilier logistique dans le pays pour qu'on puisse s'y installer et développer nos opérations logistiques. Le résultat, c'est que nous avons dû commencer à développer de l'immobilier logistique nous-mêmes. Et c'est là où on a été confronté, on va dire, à tous les challenges de l'immobilier logistique au Maroc. C'est un challenge d'abord de rareté du foncier, parce que il n'est pas facile de trouver du foncier au Maroc en général, mais d'autant plus pour la logistique. Quand je dis trouver du foncier, c'est trouver un foncier qui soit dans le bon emplacement, un foncier qui soit avec le bon prix et qui permet de construire, on va dire, un entrepôt qui est dans les normes. Aujourd'hui, on a, comme a expliqué Hicham, c'est-à-dire, je pense qu'il convient d'abord de saluer tout le travail qui a été fait par l'Agence marocaine de développement de la logistique, un travail qui est fabuleux sur les dernières années, parce que je pense qu'il y a eu un contrat-programme qui date de plusieurs années, qui a été signé pour pouvoir développer ces zones logistiques, mais qui a été accéléré, on va dire, sur les 2 ou 3 dernières années, c'est-à-dire la mise en œuvre de ce programme a été accélérée. Et fort heureusement, on commence à en voir les résultats, notamment à travers les zones, comme la zone logistique d'Agadir, de Qléa, ou la zone Oulad Salh, ou la zone Znata et les autres zones à venir. Donc ça, c'est un travail qui est important et qui facilite, on va dire, la tâche pour les opérateurs logistiques, parce que le fait de trouver des zones logistiques qui sont déjà préqualifiées, qui sont déjà viabilisées et qui sont, on attendra de voir les prix pour les prochaines zones, mais qui devraient être avec des prix compétitifs, permet aux opérateurs logistiques comme nous de pouvoir acquérir très rapidement un foncier qui est viabilisé, qui est opérationnel, et ensuite dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que c'est le CUS, le coefficient d'occupation du sol, la hauteur, les connexions à l'assainissement, à l'électricité. Donc toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse développer un entrepôt très rapidement. Donc ça, c'est important, et c'est important de faciliter, de féliciter le travail qui a été fait. On espère que ça va continuer et ça va s'accélérer, parce que aujourd'hui, je pense qu'on peut être d'accord, et les logisticiens sont tous d'accord, qu'il y a une demande pour les entrepôts logistiques et qu'il faudrait juste accélérer ces programmes, parce que il y a d'abord une demande globale, et ensuite une demande vers des entrepôts qui soient dans des normes et dans des standards du métier, qui sont aussi des standards ou des benchmarks internationaux en termes de qualité, de sécurité, de hauteur et surtout de productivité. Donc oui, je rappelle qu'un entrepôt logistique, ce n'est pas juste un dépôt, mais c'est pour nous, surtout nous qui faisons de la sous-traitance logistique, c'est un outil de production. Un outil de production qui doit être bien designé, avec la bonne hauteur, qui doit être dans le bon emplacement, parce qu'il doit être accessible aux autoroutes, parce qu'il doit être pas très loin des ports et des aéroports, et qui puisse être construit dans des normes qui permettront, on va dire, à l'opérateur de tirer le maximum de productivité au mètre carré par rapport à cet entrepôt. Donc, merci à l'AMDL et tout le travail qu'elle fait sur ce volet-là. Et bien sûr, je saisis l'occasion aussi pour féliciter nos partenaires et nos amis de MedHub et de Tangemed aussi pour tout le travail qu'ils ont fait, parce que MedHub aussi, l'illustration qu'il nous faut de la logistique régionale, d'autant plus quand elle est adossée à un port aussi important que celui de Tanger. Donc c'est une très belle initiative et qui a donné ses fruits et qui est aujourd'hui en extension, et on est ravis de voir que cette extension va continuer. On est ravis aussi d'annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, nous aussi, on va s'installer dans cette zone-là pour occuper une plateforme à MedHub pour pouvoir développer de l'entreposage, on va dire, sous douane et permettre à nos partenaires et clients d'optimiser leurs opérations logistiques. Maintenant, c'est un travail, encore une fois, qui n'est pas complètement fait. Alors, le Maroc, on est dans une dynamique économique très intéressante. Alhamdoulilah, tout va bien au Maroc, enfin, ou presque tout va bien au Maroc, c'est-à-dire que l'activité économique est basse en plein. On est sur un schéma quinquennal jusqu'à 2030, où on sait que le tourisme se porte bien, l'industrie se porte bien, et donc la logistique se portera bien et aura des marchés et des ouvertures pour pouvoir se développer. Donc on a
besoin de plus de zones logistiques dans plusieurs villes pour l'entreposage, mais on a besoin, tout à l'heure il y avait la conférence sur le e-commerce, et dans le e-commerce aussi c'est un autre schéma. On a besoin d'entrepôts urbains, de hubs urbains qui nous permettent aussi de faire la logistique urbaine. Donc on a besoin de zones qui sont excentrées, enfin un peu par rapport aux villes, pour pouvoir massifier. Et d'ailleurs, ces zones-là, ce n'est pas juste des zones d'entreposage, mais ça doit être un écosystème où il doit y avoir des parkings, où il doit y avoir des zones de repos pour les chauffeurs, où il doit y avoir des centres de maintenance pour les camions, il peut y avoir des stations de carburant. Donc il faut créer des écosystèmes un peu comme ce qu'on peut voir dans les périphéries des villes et des capitales européennes. Mais il nous faut aussi de la logistique urbaine, des zones qui nous permettront en tout cas de continuer à livrer l'urbain. Il ne faut pas oublier que la consommation des ménages se passe toujours en grosse partie dans les zones urbaines. Donc il faut aussi des entrepôts pour pouvoir desservir les épiceries, desservir les porte-à-porte à travers des entrepôts certes plus petits, mais qui soient aussi adaptés. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les zones logistiques sont importantes, qu'il faut continuer à les développer, qu'il faudrait les étendre aux régions où elles ne le sont pas aujourd'hui, qu'il faudrait accélérer leur mise en œuvre, parce que nous, on est impatients, on attend. D'ailleurs, nous, on est fiers, je le dis, et mon ami Hicham de la MDL est là pour en témoigner, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Agence marocaine de développement logistique ouvre une zone, on est les premiers à postuler pour avoir un terrain et pour pouvoir construire. Donc, et on continuera de le faire parce que nous y croyons. Et alhamdoulilah, l'avenir nous donne raison, parce qu'il y a toujours des clients qui sont là avant même qu'on finisse la construction des entrepôts. On va continuer aussi, malheureusement, pour les zones où ce n'est pas encore desservi par des zones logistiques, de chercher nous-mêmes, de trouver le bon foncier, de trouver le bon terrain pour pouvoir construire. Et tout cela pour pouvoir être prêt pour les échéances du pays qui sont, au moins sur les 5 prochaines années, très prometteuses. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Très bien. Merci beaucoup, CNS. Pour cette présentation, votre vision en tout cas de l'offre et de comment la Voie Express Group aujourd'hui s'y intègre. Toujours finalement sur ce sujet de l'offre face à la demande, si Khalil, vous avez des données concrètes aujourd'hui sur l'état du marché marocain. Comment est-ce que vous qualifiez du coup l'état de l'offre aujourd'hui? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Je vais essayer de restituer humblement notre vision actuelle du marché de la logistique. Alors, je pense que beaucoup de choses ont été dites par CNS. Je me joins à lui dans tout ce qu'il a dit. On est clairement sur un marché en tension. Une tension qui vient en même temps d'une demande qui est en augmentation, mais aussi d'une offre qui tarde à venir et poursuivre sur la demande qui, elle, par contre, est en plein essor. Si on commence un peu par le stock dans la région de Casablanca, j'ai des études qui ont été faites dans le Grand Casablanca. Si on commence déjà par le stock de l'existant sur des espaces de stockage, d'entreposage qui vont dépasser les 2500-3000 mètres, là on est sur à peu près 2 millions de mètres carrés autour de Casablanca. Ces 2 millions de mètres carrés, ça inclut ton 1, ça inclut de la classe A, 2 et 3 d'un côté, et puis surtout elle affiche un taux de remplissage qui est assez élevé. En face, on va avoir une offre qui va... Alors, si on met de côté les années 2019 et 2020, où il y a eu un pic de l'offre, parce qu'il y avait de gros projets qui étaient sortis durant ces années-là, on est sur une moyenne à moins de 100 000 mètres carrés par an dans la zone. Donc voilà l'offre qui arrive annuellement dans la zone du Grand Casablanca. Encore une fois, dedans, il y a toutes les classes. Donc ça ne s'adresse pas à tous les acteurs, à tous les logisticiens. La demande, quant à elle est estimée à 140 000 mètres carrés placés annuellement. Attention, je parle de placés. Ça veut dire qu'il y a une demande qui vient absorber l'offre nouvelle
et l'offre qui va être créée par des déménagements ou autres. Donc on voit très bien le déséquilibre. On le voit très très bien, il est mécanique. Et donc forcément, on va avoir des prix qui vont augmenter sur toute la chaîne. Donc ça va aller bien évidemment du terrain et puis arriver par le coût logistique pour l'opérateur. Hein, et pour ceux qui font le choix de la location, on a aussi des prix à location qui augmentent. Grosso modo, aujourd'hui, autour de Casablanca, les prix de location vont être entre 45 et 65 dirhams selon la région, selon la qualité, selon... alors pardon, là je parle vraiment de l'offre structurée. Hein. On peut trouver de l'entreposage pas cher, mais là pour une offre plutôt structurée, on est dans cet intervalle. Donc voilà globalement quelques chiffres sur le marché. L'explication, elle est simple hein, en réalité. On a d'un côté une demande qui suit l'économie, qui suit l'essor de l'industrie au Maroc, qui suit aussi l'ouverture de pays. Donc on a des flux nationaux, internationaux qui augmentent chaque année. Et donc forcément, on a besoin de déplacer, stocker, déstocker. Ça, pour le coup, quoi qu'il se passe dans le monde, on en aura besoin. Hein, que le détroit d'Ormuz soit bloqué, qu'il y ait l'avènement de l'IA, il y aura toujours ce besoin-là. Voire même les conditions aujourd'hui ou les incertitudes font que les enjeux de la logistique deviennent encore plus importants. Donc on a une demande qui augmente et ça ne peut que continuer. Il n'y a aucun événement qui peut faire que ça se réduise. Absolument aucun. Il y a plein de choses qui sont dématérialisées, il n'y a pas de souci, mais la logistique, c'est impossible de la dématérialiser. Et puis on a une offre. Pourquoi l'offre aujourd'hui n'est pas abondante? La première explication, c'est qu'aujourd'hui, l'offre est limitée, je parle d'actifs logistiques, est limitée à du zoning I8. Donc ça, c'est un zoning donné par l'aménagement du territoire. Ce zoning fait que automatiquement, on a une rareté des terrains qui sont destinés à la logistique. Et puis, autre événement aussi à Casablanca, c'est la disparition d'actifs d'entreposage qui sont non conformes. Et donc, on a aussi des gens qui étaient logés, qui opéraient dans certaines zones, qui se retrouvent aussi sur le marché, qui sont à la recherche de nouvelles zones. Donc c'est ce qui a aussi enflé la demande sur le marché. Alors, je pense que tout ça plaide pour ce que fait aujourd'hui la MDL. Nous, on est très très supportifs de ce qu'ils font. On suit leurs projets. Clairement, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Il nous faut une agence qui va injecter du foncier de qualité aménagé avec un prix compétitif. Et donc déjà, il y aura un effet de mise de standard par rapport aux autres fonciers existants. Donc quand on aura des terrains d'une certaine qualité à un certain prix, forcément les autres vendeurs de terrains devront aussi se mettre à ce standard. Donc c'est un catalyseur et c'est aussi une mise en standard et un standard aussi de prix. Donc on est très très supportif de ce que fait la MDL. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin pour injecter encore plus de foncier, donc encourager le partenariat public-privé dans l'aménagement de ces zones, peut-être aussi améliorer le maillage industrie logistique dans le zoning, faire des zones mixtes aussi
pour un peu faire un peu ce que fait MedHub là-dessus. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Mais voilà, en somme, on est dans un marché qui est en tension. Il y a un besoin extrêmement important d'actifs logistiques qui soient destinés soit pour l'industriel ou le logicien qui le fasse en propre, ou qui soient destinés à la location. Bien. Merci beaucoup Cyril Hill pour votre analyse du marché de l'offre. Je vais donc poser aussi la question à Monsieur Éric Véron. Vous qui connaissez donc d'autres géographies, est-ce que quand vous regardez le Maroc aujourd'hui, vous reconnaissez certains signes que vous avez pu voir ailleurs, et aussi quels sont les besoins logistiques qui en découlent? Merci Inès, c'est très intéressant d'être le dernier à parler et avoir écouté l'exposé des autres opérateurs. Moi, je suis un promoteur et un développeur d'entrepôt logistique. Ça fait plus de 25 ans que je le fais. Je suis très intéressé à investir au Maroc et à développer cette activité au Maroc. Mais puisque c'est ce que vous me demandez, je vais donner peut-être une perspective internationale au marché marocain. Tout d'abord, et beaucoup d'entre vous le savez, il y a plusieurs formes de logistique. Parfois, on ne fait pas bien la distinction entre le transport, le stockage, la logistique de flux, vous l'avez dit Ayoub. Moi, je m'occupe principalement de la logistique de distribution. Également, parce que dans l'évolution des grandes agglomérations, dans l'évolution économique d'un pays, comme ce qu'est en train de vivre le Maroc, c'est surtout la logistique de distribution qui va exploser, qui est en train d'exploser. Ensuite, dans la logistique de distribution, il convient également de séparer différents produits. Et Anas, vous l'avez très bien dit, il y a ce qu'on appelle la très grande logistique de stockage qui se fait dans la très grande périphérie des villes ou même au milieu des campagnes, pourvu qu'il y ait des bonnes connexions d'autoroute. Il y a ce qu'on appelle les hubs qui servent à moduler les stocks qui sont déposés dans les différents big boxes, comme on dit. Ensuite, on a la logistique urbaine, c'est la logistique qui se rapproche beaucoup des centres urbains. Et enfin, on peut dire qu'il y a la logistique de ville. C'est une logistique qui se développe depuis peu. C'est une logistique qui rentre vraiment dans le centre-ville. Enfin, on ne l'a pas mentionné, mais ce n'est pas exactement de la logistique, mais c'est un produit qui ressemble et qui s'intègre, et en tout cas dans les destinations urbaines qui souvent s'implantent dans les mêmes zones que les zones de la logistique de distribution, ce sont les data centers. Et je pense que ce n'est pas une provocation que de dire que un data center, c'est un ensemble immobilier de stockage, d'accord? Mais c'est des stockages de données. Vous le savez tous, vous connaissez tous les data centers. Et plus récemment, ce sont des entrepôts, ce sont des grandes zones de calcul pour supporter l'intelligence artificielle. Et donc on peut dire, et je ne pense pas que ce soit excessif, qu'on commence à avoir des stockages d'intelligence. Et peut-être c'est pas ce qui est le challenge le plus immédiat pour le Maroc, mais c'est en train de se passer dans le reste du monde. Et là, j'aimerais être aussi un peu dans la provocation, parce que je trouve que ce pays formidable, cette ville formidable de Casablanca, qui a un potentiel extraordinaire, je pense que parfois vous sous-estimez, vous sous-estimez, et vous sous-estimez de ce que le marché de la logistique peut fournir. Khalil, vous avez mentionné les 2 millions de mètres carrés d'estimation du parc logistique de Casablanca. Je vais vérifier rapidement sur mon téléphone. J'avais plus exactement les données en tête. Et puis, bon, il y a plusieurs façons de les définir. Mais sachez qu'une ville comme Paris ou Londres a un stock d'immobilier logistique qui est plutôt de 20-25 millions d'habitants. Alors, vous me direz, Paris et Londres, chacun, c'est 2 fois ou presque 3 fois la dimension de Casablanca. Mais je peux vous donner d'autres exemples.
Une ville où moi j'ai développé beaucoup, c'est Milan. Peut-être, c'est pas toujours facile à faire, mais on peut comparer en gros la zone urbaine de Milan à la zone urbaine de Casablanca. Et ben, sachez que pour une population donc urbaine de Milan comme Casablanca de 4-5 millions d'habitants, il y a un stock de 10-12 millions de mètres carrés. D'accord ? C'est-à-dire 6 fois le stock qu'il y a aujourd'hui. Dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé ? La logistique moderne s'est développée en Europe occidentale et aux États-Unis. Peut-être les États-Unis d'abord dans les années 80, l'Europe occidentale dans les années 90, ensuite l'Europe centrale dans les années 2000, et puis je dirais la Chine et le nouveau marché émergent comme la Chine dans les années 2010. Je pense vraiment que le Maroc est à la veille ou est déjà à l'intérieur de cette progression et donc est mûr pour une logistique moderne. Mais c'est quoi la logistique moderne ? Parce qu'au fond, la logistique, il y a toujours eu. Quand il y a une population, quand il y a de la consommation, il y a forcément de la logistique, sous des formes très, très multiples. La logistique moderne, c'est la logistique qui émerge quand il y a l'émergence d'une classe moyenne. D'accord ? Si la logistique a explosé en Chine ces 15-20 dernières années, c'est parce qu'il y a eu l'émergence, on peut dire pour la Chine, l'explosion des zones urbaines et de la classe moyenne qui consomme d'une certaine façon. Pour vous donner des chiffres également, Shanghai a un marché logistique de 50 millions de mètres carrés. D'accord ? Donc, si je continue dans cette provocation, j'aimerais dire, j'entends les chiffres, vous dites une croissance de 100 000 mètres carrés par an pour un marché comme Casablanca, et c'est pas du tout par arrogance, etc. Mais parfois, ça nous fait sourire. D'accord ? Ça nous fait sourire parce que le moindre entrepôt, et là vous avez un exemple d'un entrepôt que j'ai développé pour JD.com en Chine, fait 50, 100 000, 200 000 mètres carrés. Le plus gros entrepôt que j'ai visité, qui est de Chine, dans le Guangdong, fait 380 000 mètres carrés. Alors vous me direz, c'est la Chine, certes, mais pour revenir à Milan, et si on fait l'hypothèse que Milan a une dimension comparable à Casablanca, et je suis persuadé qu'en fait Casablanca va bientôt dépasser Milan, à Milan, j'ai développé moi-même pour Amazon des entrepôts qui font presque 200 000 mètres carrés chacun. Je dis tout ça parce qu'il n'y a aucune raison pour que ça n'ait pas lieu ici. Alors vous me direz, oui, ça mettra le temps. Bien sûr, on n'est pas au même stade d'évolution, mais ne sous-estimez pas, les choses viennent déjà ou viendront très vite. Donc, moi aussi, j'ai eu l'occasion de parler avec l'agence, et effectivement, les projets que l'agence développe, du développement de la logistique, se développe sur près de Bouskoura, comme ils l'ont fait également à Agadir. C'est formidable. Je pense vraiment que c'est la clé pour développer le marché de l'immobilier logistique. Je pense que ce n'est pas vous faire offense, mais plutôt vous encourager à regarder encore beaucoup plus grand, peut-être à interpeller également les acteurs de l'État, les ministères, pour voir les choses encore plus grand. Je reviens à Milan. Milan est une ville dynamique, industrielle, avec une population de 5-6 millions d'habitants, peut-être même 8 si on prend toute la Lombardie. Je pense que Casablanca peut regarder et atteindre ces niveaux très vite. Mais enfin, si je peux encore inviter à regarder encore plus loin, je sais qu'il y a une tendance peut-être du Maroc, excusez-moi de rentrer dans des clichés, à peut-être regarder d'abord dans les pays voisins, hein, c'est-à-dire l'Europe, peut-être à commencer par l'Espagne qui est l'invité d'honneur de Logismed cette année. Bon, il faut avouer, il faut accepter que le monde aujourd'hui s'invente plus tellement malheureusement en Europe, ni même peut-être aux États-Unis, en tout cas peut-être pas dans notre secteur, mais beaucoup en Chine. Et donc je vous invite beaucoup à voir ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire l'explosion de l'intelligence artificielle, même au service de la logistique, l'explosion de la robotique, de l'automatisation. Dans un entrepôt, aujourd'hui, ça ne se passe pas juste du stockage. Et effectivement, la distinction entre industrie,
logistique, ces frontières n'ont plus lieu d'être. Il se passe beaucoup plus de choses dans un entrepôt que juste de la préparation de commandes et du stockage. Vous envoyez des exemples là, c'est des process, de l'automatisation, de la robotique, toujours plus robotique. Si vous voulez envoyer des entrepôts en Chine, eh bien c'est rempli de robots, comme aujourd'hui les usines d'automobiles sont remplies de robots aussi. Je pourrais parler encore longuement, mais je voulais donner cette perspective un peu internationale, pas du tout pour être donneur de leçons par rapport à ce qui se passe au Maroc, mais parce que justement je connais ce potentiel du Maroc, et donc plutôt pour inviter à regarder encore plus grand que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric, pour votre vision et cette vision donc, du marché. Nos échanges aujourd'hui montrent clairement que le marché est en tension et que la demande est là. La question suivante que je souhaite qu'on adresse aujourd'hui, c'est finalement qui investit, qui construit et quels sont les modèles à privilégier. Je vous pose la question, Cyril. Quel rôle une foncière comme Immorent Invest peut jouer pour accompagner finalement les opérateurs sur ce type de projet? Alors, ça marche. Écoutez, bon, en tout cas, merci beaucoup de nous donner encore plus d'ambition quand on se compare à d'autres pays. Et si on veut se comparer à Paris, c'est Paris et le Havre en réalité. Parce que Casablanca, c'est en même temps une capitale économique, ou la capitale économique du pays, mais aussi un port. Donc ce sont deux flux de logistique qui se rajoutent. Alors, pour répondre à la question, je vais peut-être présenter un peu ce que fait une foncière et par la même occasion notre foncière. Donc, une foncière est destinée, ou son objectif, c'est de construire, créer des mètres carrés adaptés, professionnels, qui sont destinés à vous, professionnels de la logistique. Donc ça, tout simplement. C'est un peu ça l'idée d'une foncière, destinée donc à la location. On n'est pas des promoteurs, on ne fait pas de marge, on n'achète pas des terrains pour construire et les revendre. On est là dans un esprit plutôt de partenariat à long terme pour pouvoir accompagner les acteurs. Immorent a été créé dans cette idée-là, et c'est la première foncière cotée à la Bourse de Casablanca. On est coté depuis 2018. Donc on est une société transparente, tous nos chiffres, nos informations auditées qui sont disponibles. On est aussi géré selon des standards internationaux. Et on a aussi des capacités financières qui sont assez solides, dans le sens où en même temps on a accès au marché financier, donc à la Bourse de Casablanca, et en même temps on est adossé à la banque CFG, donc on a aussi des capacités pour pouvoir nous endetter rapidement, justement pour pouvoir répondre à la demande professionnelle. On est présent dans plusieurs segments, mais avec un long track record sur l'industrie. On est très très présent sur l'industrie depuis plusieurs années, et la logistique, c'est un des axes pour nous primordiaux pour le développement d'ici 2030. Ce qu'il y a peut-être à dire, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on est des fournisseurs de matières premières. On vous fournit la matière première qui est l'immobilier. C'est ça notre mission. Alors bien sûr, dans un esprit de partenariat, à long terme, on peut accompagner des logisticiens dans plusieurs zones. Ils peuvent nous faire une liste de choix. Je veux dire, ils nous disent voilà, on a envie d'être dans cette zone-là, autour de Casa, autour de Tanger, et puis voilà.
trouvez-nous des terrains, et puis tout le reste, c'est à notre charge. C'est-à-dire qu'on prend en charge la recherche du terrain, la construction, et donc le logisticien ou l'industriel ou l'opérateur économique, eh ben, il va commencer à opérer dans cet actif-là et devient automatiquement locataire. Pour être encore plus précis, on investit de 3 façons différentes. La première, c'est du greenfield. C'est-à-dire qu'on va aller nous-mêmes sourcer un terrain, l'acheter, le construire, le développer et puis le mettre à disposition des opérateurs ou des logisticiens. La deuxième façon avec laquelle on investit, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on appelle le build to suit. Ça veut dire qu'on a un logisticien, un opérateur économique qui vient nous faire une commande spécifique. Ils disent j'ai envie d'être dans cette zone-là, avec ce nombre de mètres carrés spécifique, eh ben nous, on va aller chercher un terrain qui a la bonne taille dans la zone qu'il veut et puis le construire avec son cahier de charge. Même s'il a envie d'avoir une hauteur spécifique, on peut lui faire. Voilà. Et donc, on s'occupe bien évidemment de tout le process jusqu'à la livraison de l'actif logistique et le début de l'activité du logisticien ou de l'opérateur. La troisième façon avec laquelle on investit, c'est du sell and leaseback. Alors ça, ce sont des logisticiens ou opérateurs économiques en général qui ont des actifs immobiliers qu'ils opèrent, qui détiennent eux-mêmes, et puis ils ont des opportunités de croissance. Ils peuvent nous céder cet actif et devenir locataires. Ça leur permet de libérer de la capacité et du financement pour pouvoir capter les opportunités qui s'offrent à nous. Alors, quand on dit ça, on comprend parfaitement la vision de beaucoup d'acteurs économiques qui préfèrent avoir de l'immobilier en propre. Ça peut être vu comme un investissement patrimonial à très long terme, avec une valeur de revente, ça donne aussi la possibilité de le donner en garantie, donc on comprend parfaitement. Mais le recours au locatif peut être aussi intéressant parce que ça offre de la flexibilité. Alors quand on entend flexibilité, il ne faut pas entendre réduction de mètres carrés ou réduction de voilure, mais plutôt de la flexibilité pour croître rapidement, pouvoir capter les opportunités. Dans la logistique, il faut être opérationnel au bout de 3 ou 4 mois. On ne peut pas construire un actif immobilier en 3 ou 4 mois. Donc, il faut qu'il y ait de l'offre locative et en même temps, les acteurs doivent aussi se tourner vers cette offre parce que voilà ce qu'elle offre comme possibilité, donc à savoir capter de la croissance. Deuxième avantage, moi, que je vois dans le locatif, il est purement financier. La rentabilité des capitaux que vous allez mettre dans votre activité, dans votre cœur de métier, va vous rapporter bien plus que l'immobilier. Surtout quand on est sur de l'immobilier logistique, où on est en dehors de la ville, ou un peu éloigné, et donc avec une espérance de plus-value qui est vraiment à très long terme. Ou plutôt stable quand on est dans une zone. Parfois, il n'y a pas de gain significatif. Et puis, donc, pour moi, ce sont vraiment les avantages. Je peux en rajouter d'autres, parce que le fait de se tourner vers une foncière peut permettre aussi de se libérer du temps de cerveau pour pouvoir vraiment se concentrer sur son métier, s'enlever des problèmes. Se confier la construction à des professionnels qui vont le faire selon des normes internationales. Ça aussi, c'est un vrai gain, c'est du gain de temps et de l'espace de cerveau pour pouvoir se concentrer sur son activité. Donc effectivement, il y a
plein d'avantages à l'immobilier locatif, mais nous comprenons aussi que les acteurs aient une partie de leur fonds qui soit dédiée vers de l'immobilier en propre, clairement. Eh bien, peut-être Eric, vous qui avez aujourd'hui en Europe, la quasi-totalité des opérateurs aujourd'hui louent leur entrepôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce modèle s'est imposé et qu'est-ce que ça change aussi concrètement sur la compétitivité des opérateurs? Si Khalil nous en a présenté certains, peut-être que vous en avez aussi d'autres pour compléter. Non, Khalil a exactement décrit l'avantage qu'il y a à aller dans le locatif. La tendance de passer du patrimonial au locatif, c'est pas propre au Maroc. On a vu ça partout. C'est une structure entrepreneuriale un peu plus archaïque, mais ça s'applique à tous les pays, où effectivement l'entrepreneur voulait également être propriétaire des murs. C'était un peu son épargne pour le futur, etc. Avec l'émergence de la logistique moderne, avec l'émergence également de besoins beaucoup plus importants liés à la distribution, le fait également que l'intensité en capitaux est très importante. Si on donne quelques ratios, en gros, 1 mètre carré, ça vaut 1 000 euros, je parle en euros, pardon, ou en dollars, c'est à peu près 1 000 $ par mètre carré. Donc quand je reviens aux chiffres qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il va y avoir des millions de mètres carrés qui devront être développés sur le marché de Casablanca et sur d'autres marchés au Maroc, ça veut donc dire des besoins de milliards de dollars. Et quand on parle de milliards de dollars, on commence à parler de structures, de marchés de capitaux, où effectivement, ce n'est pas juste le système bancaire et l'equity, donc la mise de capital de la part de l'entrepreneur, qui sont suffisants. Et pour ça, il y a des très grands fonds immobiliers logistiques qui font ça comme métier. Et c'est effectivement un métier, qui connaissent le produit, parce que ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils le font dans le monde entier. Et il n'y a aucune raison qu'un entrepôt soit différent au Maroc qu'en France ou en Chine. Et moi, je souhaite vivement, et ça va forcément arriver, que les grands acteurs internationaux s'intéressent au Maroc pour s'implanter et développer des grands portefeuilles d'immobilier logistique. Peut-être pour vous donner quelques noms, peut-être un peu plus concret, le plus grand fonds logistique dans le monde, c'est un fonds qui s'appelle Prologis, qui est américain, qui est basé à San Francisco. Moi, j'ai travaillé il y a longtemps pour Prologis. Prologis, c'est 100 milliards de dollars de valeur d'actifs. Après, si on prend des acteurs plus européens, eh bien, on a un acteur britannique, qui est coté à la bourse britannique de Londres, qui a à peu près 20 milliards d'actifs. On a des grands fonds de Singapour, de Hong Kong, qui sont des dizaines de milliards. On parle de très très gros acteurs quand même. On parle de très très gros acteurs. J'aimerais ajouter juste un petit élément. Effectivement, le rendement immobilier est plus bas que le rendement des capitaux investis dans une société industrielle ou une société commerciale. Tout simplement, à tort ou à raison, mais je pense à raison, parce que l'immobilier a un profil de risque dans la durée inférieur, et donc il a une rémunération du capital qui est inférieure. Effectivement, ça peut être un danger pour une société qui doit se développer, qui doit investir dans son outil productif. Il faut absolument qu'il se concentre là-dessus et pas sur l'immobilier, pour préserver, et vous l'avez dit Khalil, également la flexibilité dans le temps, la croissance, peut-être aussi parfois des ajustements géographiques et dans la dimension. J'aimerais juste dire une petite chose d'actualité, juste pour donner quelques éléments. Parce qu'après, on pense également toujours que voilà, l'immobilier logistique, c'est rendement, on devient riche, celui qui a l'argent, il se prend la rémunération. Là, vous savez, c'est pas toujours tout rose. Et je le dis justement pour défendre ce modèle aussi. Ce modèle a des fluctuations. Ces modèles ont des fluctuations qui sont directement corrélées au niveau des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, et donc de l'inflation, et donc des tas de choses. Et effectivement, si l'immobilier a un poids important dans la structure de bilan d'une société commerciale ou industrielle, ça peut très vite être problématique, voire mortel.
moi, je vous dis juste ce qui se passe aujourd'hui, parce que vous lisez peut-être la presse, parce que moi, longtemps, j'ai travaillé pour un fonds britannique qui s'appelle Seagrow. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une tension folle sur les taux obligataires britanniques en ce moment, ces jours-ci. D'accord ? Alors, vous me direz quel est le rapport avec la logistique ? Ben, il y a un rapport direct. C'est-à-dire qu'on a des taux à 10 ans sur le gilt, hein, sur la livre, qui ont dépassé les 5%. Okay, c'est la première fois depuis 90. C'est par rapport à l'instabilité politique du gouvernement, etc. Bon, il n'y a pas besoin d'être très fort en maths pour savoir que quand les taux augmentent, la valeur de l'immobilier pour un flux donné, hein, par capitalisation des loyers, diminue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les fonds anglais, pas seulement dans l'immobilier logistique, mais également de bureaux, ça s'applique également aux fonds français et aux fonds allemands, cotent en bourse en dessous de leur valeur d'actifs. Je dis tout ça, pardon, ça devient peut-être un petit peu technique, mais c'est pour aller tout à fait dans le sens de Khalil. C'est un métier en soi. Il faut laisser faire ce métier à ceux qui ont l'argent et ceux qui ont l'expertise. Parfait. Très bien. En effet, c'est assez intéressant de voir vos points de vue et de savoir aujourd'hui que, eh bien, ce n'est pas encore totalement démocratisé, mais on peut voir que sur d'autres géographies, ça commence à l'être. Et puis, il y a de véritables avantages compétitifs finalement pour les opérateurs. Si NS, vous, en tant qu'acteur qui construit et gère des entrepôts pour le compte de grandes multinationales, quelles sont finalement les exigences qu'ont vos clients et qu'est-ce que vous inspire finalement ce débat dont on vient d'avoir ? Merci Inès. Pour compléter effectivement ce point, c'est qu'il ne suffit pas de construire des entrepôts dans les bons endroits, mais il faut qu'ils soient au bon standard. Et aujourd'hui, Eric nous a donné une perspective un peu de ce qui se fait en Europe et une grosse partie effectivement du Maroc aussi a besoin de plateformes de logistique pour de la distribution ou pour de la sous-traitance logistique, on va dire en général. Et le cahier de charge des multinationales qui veulent s'installer au Maroc ou qui veulent sous-traiter leurs opérations au Maroc est un cahier de charge qui est très très exigeant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des standards, on va dire, de qualité du QHSE, on va dire, d'une façon générale, et des standards ESG qui sont de plus en plus élevés et qui conditionnent aujourd'hui, on va dire, la réussite de ces plateformes logistiques. Alors, au Maroc, nous, on voit toujours un peu l'Europe comme un voyage dans le temps. Et on se dit que certaines choses qui sont en Europe vont arriver au Maroc à un certain moment, donc il faut qu'on se prépare. Et certaines choses sont déjà installées. La première chose, c'est qu'on a un mouvement dans le pays qui est général, qui est aujourd'hui, que les autorités aujourd'hui sont en train d'encourager, d'inciter, on va dire, tous ceux qui opèrent dans l'immobilier à se conformer à la réglementation. Donc tous les entrepôts aujourd'hui au Maroc qui ne répondent pas aux réglementations, que ce soit au niveau de la construction ou que ce soit au niveau des réglementations de l'ONSA ou alimentaire, ben c'est des entrepôts qui vont cesser d'opérer. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà probablement remarqué qu'il y a des entrepôts ici à Casablanca qui ont été arrêtés, qui ont été même démolis par de l'ordre de l'autorité parce que le gouvernement a pris une décision de ne laisser que les habitations, les constructions qui sont conformes. Donc bien sûr, quand on parle de nouveaux plateformes, c'est des plateformes qui doivent être conformes du point de vue réglementaire à tout le niveau, que ce soit au niveau, encore une fois, de la conservation foncière, au niveau des autorisations de construction et au niveau de tout ce qui est sécurité, anti-incendie et tout ce qui va avec. Donc se conformer à la réglementation est un point important. Et ensuite, c'est-à-dire la partie sécurité dont je parlais aussi est importante. La sécurité à plusieurs niveaux, hein. Ça va de la détection d'incendie jusqu'au RIA, jusqu'au sprinklage. Mais en tout cas, dans les cahiers de charges des multinationales, c'est quelque chose aussi qui devient de plus en plus habituel. Et donc, ça monte les niveaux et les standards. Il y a aussi des standards au niveau, on va dire, de la gestion des opérations, en termes de nombre de quais, en termes d'espace, de zones de préparation de marchandises, en termes de zones de manœuvre pour les camions. Donc tout ça se transforme en sorte de cahier de charges
que ce soit les promoteurs immobiliers logistiques ou que ce soit les opérateurs logistiques devraient prendre en considération s'ils veulent convaincre des multinationales de sous-traiter leur logistique chez eux. Donc c'est un challenge. Un challenge, pourquoi? Parce que c'est d'abord un shift de mindset et de mentalité. Il ne suffit plus d'avoir un entrepôt pour dire qu'on peut faire de la logistique, mais il faut se conformer à des réglementations, à des agréments. Deuxième chose, c'est quelque chose qui nécessite des investissements. Donc il faut aussi, Eric tout à l'heure a dit que le prix du foncier, enfin de l'immobilier logistique de $1000, je pense qu'au Maroc, j'ai pas le chiffre, hein, je ne sais pas si c'est Khalid, vous avez le chiffre aussi, mais je pense qu'on devrait être pas très loin. Hein, donc c'est-à-dire qu'au Maroc, on doit être quelque part entre 8000 et 10 000 dirhams le mètre carré en termes de valeur. Et plus on monte en termes d'exigence de sécurité et d'investissement, plus l'investissement est plus important. C'est quelque chose qu'il faut faire tout en espérant que le client sera prêt à payer pour ça. Parce que quand on vient pour dire au client que c'est un entrepôt qui est moderne, qui est sprinklé, qui a les dernières technologies sur les portes sectionnelles et sur les quais niveleurs et tout, bon, le client va toujours essayer de négocier au plus bas et l'équation financière ne marche pas toujours. Donc c'est toujours un challenge de monter le niveau en termes de standards et de convaincre les clients. Les multinationales comprennent un peu plus, les entreprises marocaines un peu moins, qu'il faut aussi payer un peu plus cher. Maintenant, tout ça pour dire qu'on doit maintenir bien sûr une logistique qui soit compétitive pour que ça soit à la fin de la journée bonne pour les clients, mais aussi pour les consommateurs finaux. Et le dernier point par rapport à cette partie standard, c'est la logistique verte, parce que les entrepôts aujourd'hui, je pense qu'il y a certaines notions qui se commencent aussi à se démocratiser et qui nous permettent, on va dire ça comme ça, de joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, je pense qu'il est évident que les nouveaux entrepôts doivent être équipés de panneaux photovoltaïques. Parce que dépendamment de l'activité, est-ce qu'elle est de jour, de nuit, mais je pense qu'équiper les photovoltaïques dans une plateforme, c'est quelque chose qui permet de réduire la facture d'électricité de 20, 25 jusqu'à 30% si on arrive à bien charger le jour. Donc 30% sur une facture d'électricité, c'est quelque chose qui est aussi intéressant en termes de coût de fonctionnement. Donc, et ça rentre aussi dans les standards. Non seulement, bien sûr, on protège l'environnement parce qu'on travaille sur le développement durable, mais aussi on réduit nos charges d'exploitation et la facture d'électricité en fait partie. La même chose sur d'autres projets. Bon, on parlait d'électricité, donc on peut parler aussi d'autres aspects qui permettent de baisser le coût de l'énergie dans un entrepôt. On peut parler d'isolation, parce que quand on construit avec des matières isolantes, pour des produits qui nécessitent la température contrôlée, ça nous permet de moins refroidir. Donc quand on a de l'isolation au plafond, enfin au toit ou au niveau des parois, de l'éclairage naturel, encourager l'éclairage naturel. Donc ça, c'est des choses aussi que quand ils sont prises en considération dans la construction d'une plateforme, ça permet de réduire la facture d'électricité. Le LED, généraliser le LED dans les plateformes. Tout ça pour dire que on peut toujours monter les standards dans des plateformes logistiques pour répondre au cahier de charges des clients, tout en optimisant, on va dire, nos factures d'exploitation, des factures d'OPEX, pour toujours essayer de proposer des services logistiques à des prix qui soient le plus bas possible. Voilà. Parfait. Merci beaucoup CNS pour cette présentation de finalement comment est-ce que vos clients, de quoi vos clients ont besoin et comment est-ce que vous leur offrez ces derniers. Nous allons prendre maintenant quelques questions du public, s'il y en a, pour nos intervenants. Donc, je ne sais pas si... Oui, alors peut-être juste un micro. Test. Donc, je m'appelle Idriss Chachfin. Je viens de rentrer de la ville de Londres, dans laquelle j'ai passé 5 ans à étudier à UCL.
Donc déjà, je voudrais remercier tous les intervenants pour ce riche exposé. Et je pense que vous avez répondu à plusieurs questions importantes sur le développement de la logistique au Maroc. Donc moi et ma mère ici présente, on est freight forwarder de base dans notre métier et on s'est lancé dans les récentes années dans la construction locative. Donc on a commencé par développer des entrepôts à Sapino. Et en fait j'ai une question. Donc aujourd'hui, monsieur Eric et monsieur Khalil ont présenté à peu près le business model, donc qui est à peu près le même que le nôtre, sauf que nous, on n'opère pas à une échelle institutionnelle, donc on est des acteurs privés, donc on a investi avec nos propres capitaux, et donc je pense que dans le futur de la développement de la logistique au Maroc, il y aura aussi une partie importante des mètres carrés qui seront développés par des acteurs comme nous, qui n'ont pas la même capacité opérationnelle que des grands groupes institutionnels. Et quelle place leur est réservée dans l'écosystème que vous décrivez et quelle zone géographique au Maroc leur conseillerez-vous de cibler en priorité? Et existe-t-il des mécaniques de financement, de partenariat public-privé, des aides étatiques qui pourraient structurer et accompagner cette catégorie d'acteurs qui, au fond, sera un moteur réel du marché immobilier marocain? Merci. Peut-être Cyril Sam pour expliquer comment ce que la MDL en tout cas a fait pour accompagner ce type d'acteurs. Merci pour votre question intéressante. Par rapport à l'intervention des secteurs privés dans le développement justement de l'immobilier logistique. Ce qu'il faut retenir que d'abord, l'État, à travers la MDL, n'a pas pris ce choix d'aménager les zones de logistique pour concurrencer le secteur public ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il n'y a pas eu, durant les 10 dernières années, des initiatives assez fortes pour aménager des zones qui vont opérer cette massification des flux, qui va par elle-même opérer la réduction des coûts logistiques. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, nous, en tant qu'acteurs publics, nous n'intervenons pas dans la construction de l'immobilier logistique. On intervient juste par rapport au volet aménagement pour essayer justement de déverrouiller, de faire sauter ce verrou qui est lié au foncier. Les opérateurs privés n'arrivent difficilement à mobiliser des terrains bien placés à côté des différents réseaux de transport, surtout dans une région comme celle de Casablanca. Et je pense que là, c'est une façon très très forte d'appuyer le secteur privé pour aménager ces sites-là, pour qu'ils puissent développer des mètres carrés directement exploitables par les opérateurs privés. Après, en termes de financement, bien sûr, il y a bien sûr le système bancaire national, il y a tout le dispositif, mais on peut aussi se réjouir de l'émergence d'opérateurs comme Emorant qui sont là justement pour aider ces opérateurs privés à disposer d'immobilier logistique qui soit exploitable et qui va aider les opérateurs privés logisticiens à se concentrer sur leur vrai cœur de métier, qui est l'optimisation, qui est la gestion de la supply chain de bout en bout. Parce que, je le répète, les murs, ce ne sont que des outils de production. C'est le savoir-faire de l'entreprise, c'est l'approche de l'entreprise qui va faire la différence entre les différents opérateurs du secteur privé. Par rapport au soutien, c'est vrai que nous avons un programme PME Supply Chain qui ne finance pas directement les entrepôts ou les zones, en fait les bâtiments logistiques, mais en fait permet au moins
d'aider les opérateurs en matière de conception, de l'organisation à l'intérieur des entrepôts. Et PME Supply Chain permet de financer ce type d'assistance technique, disons, qui permettent à l'entreprise aux PME de mieux gérer l'intérieur de leur entrepôt. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Je ne sais pas, est-ce que... Merci beaucoup pour Sirali, du coup, pour compléter. Pardon, si je peux compléter sur un truc, sur les aides financières. Aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide aux entreprises. Il y a le dernier d'ailleurs, et probablement vos clients seront intéressés par ça. Il y a Maroc, c'est Maroc PME donc, qui est en charge de ces subventions. En gros, les subventions sont calculées sur la base, on peut avoir jusqu'à 30% du CAPEX. Et le CAPEX inclut l'immobilier, mais quand il est détenu en propre. Jamais quand il est loué. Donc malheureusement, il y a des incentives qui sont donnés aux entreprises quand ils détiennent l'immobilier en propre, mais malheureusement, il n'y en a pas quand ils sont sur un modèle locatif. Alors, sur d'autres dispositifs qui existent, notamment pour les zones d'accélération industrielle, il y a effectivement, les entreprises ont le choix entre le fait de prendre des subventions si elles construisent eux-mêmes leurs actifs, ou bien prendre des subventions sur une partie du loyer. Ça existe effectivement dans les EDAI, mais par contre, sur la grande majorité des dispositifs d'aide à l'industrie, malheureusement, il n'y a que ceux qui ont de l'immobilier en direct, en propre, qui en bénéficient. Parfait. Merci donc pour ce complément. Et avant de clôturer cette session, je vais demander à chacun de nos intervenants aujourd'hui de nous livrer en 1 minute le message clé finalement que vous souhaitiez que le public retienne aujourd'hui. Qui veut se lancer? C'est Sam, peut-être? Alors, au lieu d'un mot, je voudrais juste revenir sur le modèle locatif, parce que MEDEV aussi va adopter le même modèle, donc le modèle locatif. Donc on aménage, on construit et on donne en location. En fait, c'est un peu l'évolution normale aussi ou la montée en gamme de l'industrie au niveau du Maroc ou au niveau des zones d'accélération industrielle. Donc au départ, on était parti, je pense avec le démarrage des zones d'accélération industrielle, fin des années 90, début des années 2000, les industriels avaient plutôt une notion de propriété. Ensuite, avec le port, avec le développement de la logistique, ainsi de suite, les industriels se sont plutôt tournés vers une notion de productivité. Ce qui représente également un état pour le Maroc, parce qu'aujourd'hui, quand on crée des zones, on développe des zones, c'est plus pour attirer de l'investissement productif. Beaucoup plus productif que des murs. Des murs, on est capable de les faire. On n'a pas besoin d'un savoir-faire importé, ni d'IDE, ni d'investissement direct étranger pour développer ce métier. Donc, avec cette montée en gamme des industriels, ce changement de paradigme et de ce changement de notion de propriété à productivité, la logistique également a suivi la même logique. Partir d'une logique de propriété et de logistique intégrée à l'industrie, c'est-à-dire à l'intérieur de l'usine lui-même, aujourd'hui à une externalisation de la logistique, c'est-à-dire les industriels aujourd'hui partent vers l'externalisation. Et les logisticiens, on connaît le métier, il y en a qui sont plutôt asset heavy, donc ils ont besoin de leurs propres installations, mais la plupart aujourd'hui cherchent plus de flexibilité. Cette flexibilité, ça veut dire qu'ils vont devoir accompagner le marché haut ou marché bas, ils devront avoir cette flexibilité, cette agilité. Et donc c'est ce qui aujourd'hui, c'est l'avantage qu'offre ce modèle locatif. Donc voilà. Parfait. C'est Sam? Bon, je rebondis ce qu'a dit notre ami Rmili. Et
Et j'insiste sur l'idée que les bâtiments, du moment qu'ils sont là, ils doivent être exploités de façon optimum. Et je pense qu'il n'y a pas pire situation que d'affecter un entrepôt, là, une zone, à un industriel ou là, un chargeur qui va exploiter uniquement l'infrastructure pour ses propres besoins. L'idée, c'est que cette infrastructure profite au maximum d'opérateurs économiques. Et pour que ça profite au maximum d'opérateurs économiques, il faut que ça soit fait opérer par un opérateur logistique qui va mutualiser les flux, qui va remplir tous ces camions à l'aller comme au retour, qui va essayer d'opérer de façon efficiente l'approvisionnement, la gestion de toute la supply chain. Donc je pense que parmi les leviers par lesquels on peut améliorer l'utilisation de ces entrepôts logistiques, c'est la promotion de l'externalisation des activités logistiques. Je pense que c'est un mot-clé. Merci. Très bien. Si NS, est-ce que vous avez un mot à ajouter sur... Non, pas plus que ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais moi, et de par ce qu'on est en train de faire en tant que la Voie Express Group, nous sommes très optimistes par rapport à l'avenir de la logistique au Maroc. Nous sommes confiants que la dynamique économique qui a été lancée sous l'égide de Sa Majesté le Roi et qui a aujourd'hui illustré à travers la stratégie industrielle, la stratégie logistique, la stratégie tourisme, l'énergie, tout ça va faire que sur les 5 prochaines années, le Maroc sera en activité et que la logistique devrait être au niveau, on va dire, des attentes de toute l'activité économique. Pour cela, pour moi, il est important que les intervenants privés et publics puissent se mobiliser pour en arriver là. Donc, encore une fois, je parle à la MDL qui est notre agence de tutelle et donc on l'encourage à ce qu'elle puisse continuer à accélérer son programme de déploiement des zones logistiques. Mais on parle aussi aux opérateurs privés de pouvoir se préparer pour ces challenges. Le point de ces CHAM est intéressant aussi. On aimerait bien que dans les prochains programmes, qu'il y ait aussi des programmes qui puissent inciter les opérateurs économiques à externaliser leur logistique et faciliter, on va dire, ce passage d'une logistique internalisée à externalisée. Mais la conclusion est que la logistique au Maroc a de très belles années devant elle. Voilà. Eric, je vois que vous avez le micro. Quels sont pour vous, un petit mot de fin, et finalement, quels sont les leviers finalement au Maroc pour accélérer ce développement? Non, je pense que tout a été dit. L'important, à un moment donné, c'est d'y croire, c'est d'avoir l'enthousiasme. C'est également, puisqu'on a été reçu ici par Logismed, de créer de l'échange, pour qu'un nouveau marché également, il doit s'éduquer. On doit apprendre. Mais également, c'est un marché en pleine évolution, donc on doit continuer d'échanger sur le sujet. Excusez-moi, c'est la première année que je viens ici et j'ai été vraiment ravi de découvrir ce salon. Moi, je lui souhaite énormément de succès. Moi, je connais plus l'SITL qui se fait à Paris. Il y a d'autres salons professionnels qui se font en Allemagne, qui se font également à Shanghai. On voit que voilà, il y a des salons qui se font pour l'Europe maintenant, des salons qui se font pour l'Asie. Et je souhaite beaucoup de succès à Logismed pour devenir la référence, pas seulement du bassin méditerranéen, mais de tout le continent africain, parce que le Maroc a un grand avenir pour sa logistique. Et je pense aussi que le Maroc peut devenir la tête de pont logistique, mais également de tendance dans la logistique pour tout le continent africain. C'est tout le bien que je souhaite à ce salon. Merci beaucoup Eric. Et peut-être donc pour conclure finalement, ce qui ressort de nos échanges aujourd'hui, c'est que le Maroc dispose clairement des outils avec une vision et une stratégie nationale qui est portée par la MDL. D'autres acteurs aussi tels que MedHub qui accélèrent aussi donc cette vision et puis cette compétitivité. On a aussi des opérateurs qui aujourd'hui anticipent leurs besoins, ont besoin finalement de cette flexibilité. Et il y a des modèles aujourd'hui qui s'offrent à eux pour pouvoir accélérer. Et puis un regard international qui confirme ce potentiel.
et finalement des investisseurs qui sont prêts à s'engager. La question finalement n'est plus de savoir si le Maroc peut développer une logistique de classe internationale, mais plutôt à quelle vitesse est-ce qu'on va y aller. Merci beaucoup donc à Monsieur Chaibi, Monsieur Mtsaoukil qui a dû partir, Monsieur Rmili, Monsieur Mnged et Monsieur Véron pour votre franchise et pour la qualité de vos interventions.